Bienvenue dans le Plus d'éléments, l'émission de la revue pour la civilisation européenne. Après cette interruption estivale qui fut pour certains d'entre nous studieuse, pour d'autres moins studieuse, mais en tout cas les rédacteurs d'éléments, contrairement à ce que pense notre président de la République, ne sont pas des feignants et nous allons le montrer encore une fois lors de cette émission. Mais tout de suite, la revue des revues. Alors, je vais présenter mes invités. Certains d'entre vous sont déjà venus sur le plateau. Je commence par, à tout seigneur, tout honneur, le directeur de la rédaction d'Éléments, Pascal Esséric. Pascal, bonjour. Bonjour. Bonjour François. François Bousquet, que les téléspectateurs de TVT connaissent maintenant. François, vous êtes le nouveau rédacteur en chef d'Éléments depuis ce numéro. Oui. Vous êtes aussi l'auteur de La Droite buissonnière, toujours dans toutes les bonnes librairies, une enquête sur Patrick Buisson. Merci à vous. Nicolas Gauthier, alors là je ne présente même pas Nicolas Gauthier, le brillant chroniqueur de Bistro Liberté, l'incroyable chroniqueur et pamphlétaire, bien connu aussi de certains de nos téléspectateurs, notamment sur le boulevard Voltaire, et un collaborateur de notre revue depuis quelques numéros. Vous êtes un collaborateur régulier, on peut le dire. Thomas Hentier, à la fois critique littéraire, vous êtes déjà venu sur ce plateau, et nous parlerons de l'article que vous avez consacré au métier de merde, je crois. On va le voir tout à l'heure. Alors, j'aimerais, pour commencer cette revue des revues, me tourner vers le directeur de la rédaction d'Éléments, que nous recevons pour la première fois, et simplement pour qu'il nous présente le dernier numéro et sa revue. Alors oui, c'est un numéro important, c'est un numéro anniversaire, puisqu'il marque les 2 ans, les 2 ans de la nouvelle formule, qui a été lancée en octobre 2015. Et donc, pour dresser un premier bilan de ces 2 ans, il faut avoir en tête que les 3/4 des nouveaux lecteurs d'Éléments ont découvert la revue il y a seulement 2 ans. Ce qui donne un petit peu pour les rédacteurs, pour l'ensemble des collaborateurs, ce qui doit donner le ton de la revue, des articles. Donc il faut repenser la revue, et c'est la raison pour laquelle François Bousquet est devenu le rédacteur en chef d'Éléments, parce qu'il va nous falloir ouvrir encore plus. Sachez qu'on reçoit 2 à 3 candidatures de collaboration par semaine. Donc pour une structure bénévole comme la nôtre, il faut se repenser, et c'est la raison pour laquelle c'est un numéro qui est important, puisqu'il marque l'entrée à la fois de François comme rédacteur en chef, mais aussi de pouvoir partir après sur de l'organisation de colloques, sur tout un certain nombre d'initiatives, d'activités qui vont nous permettre de grandir. J'ajoute que parmi les nouveaux collaborateurs très important, Hervé Juvin, qui donne maintenant ses chroniques de géopolitique, et d'ailleurs qu'on peut retrouver aussi sur TV Liberté, je crois une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Enfin, vous verrez cela, parce que là j'ai un petit trou de mémoire. En tout cas, merci. On va peut-être montrer le dernier numéro, toujours les très belles couvertures de notre directeur de la photographie, directeur artistique, Patrick PL, voilà. Donc je vous montre le nouveau numéro dont nous allons parler évidemment lors de cette émission. Et justement, le sujet de ce numéro, c'est l'autre grand remplacement en marche vers l'ubérisation. Et je me tourne vers notre ami Thomas Hentier. L'ubérisation, c'est vrai que ça évoque des métiers de merde en quelque sorte, livreur de pizza, agent d'ambiance, chauffeur de taxi qui n'en sont plus. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet article, où vous parlez de cette tertiarisation du monde du travail en quelque sorte, un travail qui devient de moins en moins productif, Mais je vous laisse la parole, Thomas. Alors c'est vrai que le dossier s'intitule « Tous précaires », donc on pense à la précarité qu'on voit autour de nous, autour des CDD, des contrats courts, de la précarité économique. Là, je me suis penché sur ce que l'anthropologue américain David Graeber a appelé, dans un article qui a eu un certain retentissement, les bullshit jobs. Alors qu'on peut traduire par job de merde ou métier. Je préfère métier à la con, je trouve que c'est un peu plus parlant. On a
les détenteurs de bullshit job, ils ne sont pas forcément précaires économiquement, au contraire, des hauts diplômés, les premiers de la classe, et puis ils se retrouvent dans des métiers où ils s'ennuient. Ils pourraient faire en 15 heures ce qu'on leur demande de faire en 40 ou 50. Ils ne savent pas bien décrire ce qu'ils font à leurs amis, à leurs enfants. Alors on connaît le phénomène d'ouverture des chambres d'hôtes. C'est une sorte de fuite. Voilà, de fuite, ou carrément de changer complètement vers du concret. Ça rappelle aussi un petit peu ce que Michael Crawford... sur quoi il insistait en matière de rapport au concret, c'est-à-dire de passer un CAP de pâtisserie alors qu'on est ingénieur, ou financier, etc. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir David Graeber, je crois sous le contrôle de Pascal, on n'avait jamais parlé de lui dans Éléments. Il a été assez célèbre par son livre sur la dette 5000 ans d'histoire, et puis il a un livre également sur la bureaucratie, donc là qui se rapproche du sujet des bullshit jobs, puisqu'il démontre en gros que le libéralisme produit autant de bureaucratie, sécrète autant de bureaucratie que les systèmes communistes, que le système soviétique qu'on a connu. Et c'est vrai que d'ailleurs, à chaque fois qu'un secteur est dérégulé, la quantité de régulation, de réglementation augmente, c'est ce qu'il appelle la loi d'airain du libéralisme. Donc je trouvais intéressant d'apporter cet éclairage à une forme de précarité qui est plutôt une précarité dans la tête et qui est une angoisse existentielle de se dire à quoi bon, à quoi je sers, alors que je pourrais faire plein d'autres choses très intéressantes. Alors c'est intéressant, j'ajouterais que David Graeber a été aussi le maître à penser du mouvement Occupy Wall Street. C'est un anarchiste aussi avec des accointances parfois conservatrices, ce qui étonne aussi, c'est pour ça peut-être qu'on en a parlé dans Éléments. Et après avoir parlé d'ailleurs des métiers de merde, on va parler d'un livre de merde, chers téléspectateurs. Il s'agit de l'histoire mondiale de la France, d'un certain Patrice Boucheron. Je dois avouer, cher François, qu'en lisant l'article auquel vous lui avez fait rencontrer, j'étais absolument effondré. Si je parle de livres de merde, mais il faut parler des livres de merde, parce que comme symptôme en fait, d'une certaine déliquescence de l'intelligentsia française, je vous laisse la parole. Expliquez-nous quel est cet étrange livre. Voilà le paquet de merde qu'évoque Olivier, ou comme disait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Hein. Et c'est même de la merde dans une rame de papier. Au moins chez Talleyrand, la merde est dans un bas de soie, ici est dans une rame de papier. 100 000 exemplaires vendus, je l'ai pesé pour vous, 1,360 kg, un vrai pavé. C'est un monument de haine de soi, de francophobie échevelée, de French bashing. Hein. Son auteur, en tout cas son responsable, c'est Patrick Boucheron. C'est une espèce de bisounours dans sa variété savante, morose et révisionniste. Hein. En Union soviétique, il aurait été élevé à la dignité de maréchal des arts et des lettres. En France, il est professeur au Collège de France. Hein. Et c'est une histoire de France orwellienne. Hein. Pour Boucheron, depuis la grosse Chauvet, c'est-à-dire depuis 40 000 ans, les Français sont, je cite, des métis par vocation. Et en réalité, c'est l'histoire de France vue depuis un bateau de migrants. C'est touche pas mon pote le Sarrasin, touche pas mon pote le Malien, touche pas mon pote l'Africain. Je vous donne 2 exemples, mais je pourrais en citer des milliers. Qu'est-ce que c'est que l'élection du Capet pour les rédacteurs de cette histoire mondiale? C'est le type même du non-événement ou de l'épiphénomène. Pardon, j'en bégayais, pardonnez-moi. En revanche, le procès d'un esclave noir en 1446 à Pamiers, s'il vous plaît, c'est retentissant. Donc je ne vais pas m'attarder sur le bouquin, je vous renvoie au papier d'Éléments, d'autant qu'il est assorti d'un dessin de Conque, de l'insurpassable Conque. Hein. Je voudrais simplement m'adresser aux jeunes gens, pour ainsi dire. Je sais qu'il faut se méfier des conseils à la jeunesse. Roger Nimier disait que le maréchal Pétain s'y exerçait quelque temps. Donc c'est un genre un petit peu ambigu, les conseils à la jeunesse. Pour autant, jeunes gens, pissez et compissez autant que vous pouvez sur tous les faux maîtres qu'on vous a imposés, dont le souci principal est de vous dénaturer, de vous émasculer. Soyez fiers de la civilisation à laquelle vous appartenez. C'est la condition sine qua non pour que nous poursuivions l'aventure française et européenne. Hein. Donc pissez autant que vous le pouvez. Faites comme Gargantua qui inondait et noyait les Parisiens. Noyez ces messieurs sous les eaux, je vous en conjure, et oubliez cette horreur. Hein. 29 € qui partent comme ça. Ouais. Et qui ne seront pas remboursés par la rédaction d'Éléments, cher François. Après, de votre poche. Après ce moment
nécessaire, d'une justice expéditive contre ce livre. Nous allons passer à un sujet beaucoup plus agréable avec notre ami Nicolas Gauthier, puisqu'il s'agit de Bertrand Burgalat, dont nous sommes certains à être des fans depuis longtemps, en tout cas pour ma part. Alors Nicolas Gauthier, moi ce qui m'a fait très plaisir dans votre article, c'est que en général, quand on parle de Burgalat, vous savez, il y a toujours ces clichés. Le dandy pop, l'ancien de troisième voie, le mari de Valérie Lemercier. Alors vous parlez d'ailleurs de cela, qui est important, mais vous parlez, et c'est là que votre article et l'entretien que Bertrand Burgalat nous a accordé est intéressant, c'est que vous parlez avec lui de cinéma et musique. Oui, alors effectivement, sur Bertrand, il y a beaucoup de clichés. Même élément n'y échappe pas, vu qu'on parle de dandy électronique. Mais on dit c'est un fils de préfet. Je vous signale que Jean-Louis Aubert, le chanteur de Téléphone, est lui aussi fils de préfet. On n'en fait pas toute une tartelette pour autant, quoi. Non, c'était intéressant, parce que effectivement, Bertrand Burgalat est un personnage assez à part dans le paysage musical français. Déjà, il a créé son propre label, qui s'appelle Tricatel. C'est un clin d'œil au cinéphile Louis de Funès, parce que c'est le nom de Julien Guillaumard, en référence à Jacques Borel dans l'excellent La Lune de la Cuisse. Et ça fait plus de 20 ans que ce label existe, et ils ont édité beaucoup de choses. Un disque avec Ingrid Caven, l'épouse de Jean-Jacques Schul, Rose Poussière, et surtout un album de rap mou, fait avec Michel Houellebecq. En gros, ce que Michel Houellebecq a fait de mieux, parce que les particules élémentaires et Soumission, je pense que c'est le même chemin que le livre de notre ami. Alors, mais là, au moins, Houellebecq a fait il a donné le meilleur de lui. Bon, après, où il y a les clichés, et c'est vrai que c'est un musicien qui a un grand succès critique. Le grand public ne le suit pas, je dirais qu'il est bien seul. Et là, c'était intéressant de voir effectivement une facette moins connue de Bertrand Burgalat, qui est celle de compositeur pour bande originale de film. Or, la musique dans un film est quelque chose de primordial, parce que quand le cinéma était muet, qu'on le projetait dans les salles, il y avait toujours un joueur d'orgue ou d'harmonium. Donc le cinéma peut se passer le dialogue, mais finalement pas de musique. Et c'est d'ailleurs là qu'il a commencé avant même de sortir ses premiers albums, il a signé la musique du film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves, qui avait été J'ignorais. Le film est très mauvais. Mais la musique est bonne. La musique est très bonne, il fallait bien que quelque chose soit bon dans le film. On peut rappeler récemment, par exemple, qu'il a fait la film de pas n'importe quel cinéaste, puisque Bertrand Taverny, il a collaboré pour Quai d'Orsay. Dans le dernier album de Bertrand est un recueil de toutes les meilleures musiques qu'il a faites. C'est une espèce de compilation. Et effectivement, dans le livret, Bertrand Tavernier dit le plus grand bien de Bertrand Burgalat, qui en plus pour Quai d'Orsay, il va à l'encontre de ce qu'on est habitué chez Bertrand Burgalat, qui est une pop élégante avec des sonorités un peu électroniques. Là, il fait quasiment du gros rock qui tâche. C'est les 3 tubes de rock qu'écoute le jeune stagiaire de Quai d'Orsay dans son Walkman. Enfin, son iPod, il faut dire maintenant, Walkman, c'est un peu désuet, je suis désolé. Je suis un garçon un peu désuet, peut-être. Et c'est 3 chansons qui sont chantées par Joël Daïdé, qui était le chanteur du groupe Zoo. C'est eux qui font Mamie Blue avec Nicoletta pour les plus âgés de nos téléspectateurs. Ils complètent Léo Ferré, me semble-t-il, non ? Oui, c'est une espèce de Joe Cocker français, quoi. Ouais. Et c'était assez étonnant de voir le Bertrand, qui tutoie parfois Debussy, Camille Saint-Saëns, faire 3 morceaux quasiment la ZZ Top. Mais la musique, c'est aussi ça. Et dans un registre plus classique, sa première œuvre pour le cinéma qui est sortie en disque, c'est la musique du film de Valérie Lemercier, Quadrille, d'après une pièce de Sacha Guitry. Et là, on est quasiment entre, c'est Francis Poulenc et Camille Saint-Saëns. Comme quoi, on peut être aussi un rocker, faire de la musique électronique, et être aussi un compositeur de musique qu'on donne pour classique. Merci Nicolas Gauthier. J'envoie vraiment les lecteurs à les auditeurs, les téléspectateurs à cet article, parce que ça leur permettra de découvrir une facette, différente de Burgalat et de ce qu'on lit dans les entretiens ou les articles qu'on lit dans la grande presse. Donc voilà, merci Nicolas Gauthier. On va passer maintenant, mes chers téléspectateurs, à un moment que vous appréciez, en tout cas que certains d'entre vous apprécient beaucoup, les coups de gueule et les coups de cœur, les coups de boule, comme je dis, et les exercices d'admiration. Alors, je vais commencer à tout seigneur, tout honneur par notre adoré directeur de la rédaction. Est-ce que vous avez un coup de cœur ? Président à vie. Président à vie. Non.
Non, le coup de cœur, c'est le colloque que nous organisons. Je vais en parler très rapidement. C'est un colloque que nous organisons le 21 octobre, samedi 21 octobre à l'ACIEM. C'est un colloque qui s'intitule « La guerre des droits ». Et donc, Élément a réuni donc Hervé Juvin, qui est maintenant collaborateur d'Élément, mais aussi Renaud Bochart, qui a l'avantage d'avoir traduit, et c'est là où ça devient intéressant, d'avoir traduit le livre de Stéphane Breyer, qui est juge à la Cour suprême américaine, et donc qui va pouvoir nourrir le débat, mais aussi, troisième participant, c'est Éric Molin, qui est professeur de droit public à l'Université de Strasbourg et frère de Olivier Molin. Voilà, le romancier. Et tous vont parler de cette question, qui est une question primordiale et sur laquelle Élément, mes nouvelles écoles, vont revenir. Parce que c'est une question de civilisation. Et donc c'est la raison pour laquelle j'invite tous les spectateurs à venir le samedi 21 octobre à la CIEM à Paris. Alors évidemment, vous retrouverez toutes les informations au sujet de ce colloque sur le site, sur le blog d'Élément ou sur les réseaux sociaux. Alors je me tourne vers le père fouettard de cette émission. Je suis désolé François, mais je crois que vous avez un coup de gueule. Voilà. Oui, sur une exposition qui se tient au Musée de l'Homme. Alléluia mes frères, alléluia. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, l'homme existe, et je l'ai rencontré. Et c'était comme dans une merveilleuse chronique d'Alessandro Vialat, l'homme en question donc prenait le bus 63, gonflé d'importance, il avait sa majesté et sa majuscule sous le bras, et la charte des droits sous l'autre, et il est descendu à la station du Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme, je vous le donne en mille, pour aller au musée de l'homme, voir l'exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme. Et c'est l'exposition la plus tarte, la plus godiche de l'année, et de très loin. Imaginez Race et Histoire du grand Lévi-Strauss, lu et commenté par la famille Fenouillard, ou pour les plus jeunes par Danny Boone, c'est à peu près de ce niveau-là. Ou Cyril Hanouna. Danny Boone, je préfère, parce que c'est un petit côté même, humoristique. Ou Marine Chapa. Ou peu importe, c'est clochette au pays des merveilles, au pays de l'antiracisme. Si on n'est pas irrécupérablement abruti, comme les gens que j'ai côtoyés et croisés dans cette exposition, c'est impossible de ne pas la traverser autrement qu'en apnée, tant on y baigne dans un océan de mièvrerie saupoudré de sucre glace, dans le plus pur style sulpicien qu'affectionne tout particulièrement l'antiracisme. Mais là, avec une avalanche de joujoux technologiques. Et j'ajoute, pour ceux qui ne seraient pas découragés par ma chronique, que ceux qui comptent s'y rendre, de ne pas y aller surtout le mercredi, jour des enfants, mais c'est aussi, j'y reviens, le jour du maréchal, le mercredi, maréchal qui aimait beaucoup les enfants. Et si dimanche est à Dieu, mercredi est au maréchal. Et les organisateurs s'en sont souvenus, puisqu'ils renouent avec l'esprit pionnier et bon enfant des chantiers de la jeunesse, mais en 3D. Et c'est parce que c'est en 3D, on en oublie que c'est maréchaliste. Mais c'est maréchaliste. Alors pour moi, et jusqu'à nouvel ordre, ça sera vraiment définitivement sans les autres. Hasta luego, à la prochaine. Merci François, mais maintenant nous allons passer à quelque chose qui n'est pas surnuméraire, puisqu'il s'agit du livre de Patrice Jean dont vous allez parler, Thomas Hennetier, et je crois que vous avez beaucoup apprécié, qui vient de paraître aux éditions Rue Fromentin. L'homme surnuméraire de Patrice Jean, parlez-en. Exactement. Donc Patrice Jean, les lecteurs d'Éléments attentifs le connaissent, puisque Michel Marmin l'avait interviewé l'année dernière dans sa bonne ville de Guérande. Et Patrice Jean avait également signé un très bel article sur Michel Houellebecq au printemps dernier. C'est son 4e livre, c'est vraiment une petite merveille de la rentrée littéraire. C'est vrai que l'homme surnuméraire, on pourrait penser aux hommes en trop, mais ça n'a pas de rapport avec le dossier sur le travail dont on parlait tout à l'heure. Ça n'est pas un essai, c'est un excellent roman. Moi j'ai pensé à Michel Houellebecq, dont je ne pense pas la même chose que notre ami Nicolas. C'est tout le charme des collaborateurs d'Éléments, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord. J'ai pensé aussi, moi, à Kundera, aussi bien dans la composition que dans la vision de la vie à la fois tragique et risible. C'est vraiment très très bien. Et Pascal Esséric en parle dans les coups de cœur de la rentrée d'Éléments. Donc c'est vraiment à recommander. Les éditions de la Rue Fromentin, que dirige Jean-Pierre Montal, qui signe également d'ailleurs un très bon roman pour cette rentrée. Merci Thomas Hennetier.
Donc, L'homme surnuméraire de Patrice Jean, à lire de toute urgence. Nicolas Gauthier, vous êtes un homme de cœur, évidemment. Ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule? Alors, hormis le fait que l'expression coup de cœur ne plaise qu'à moitié, il y a un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne suis pas venu avec, je suis désolé, mais c'est pas grave, je vais vous en parler sans le tenir. Ça s'appelle Les Panthères Grises de Patrick Hölderlin. Donc, on reste dans le domaine musical. Patrick Hölderlin est un écrivain rock qui a, en gros... C'est lui qui a été le bar de toute la génération rock des années 70-80. Il a beaucoup travaillé dans rock and folk, il a fait des livres assez intéressants. Et le dernier s'appelle Les Panthères Grises, c'est une espèce de roman policier qui est en même temps l'errance de 3 vieux clampins dans un Paris qui n'existe plus. Et c'est inspiré du fait divers qui remonte un an ou deux où Kim Kardashian, la femme en plastique, s'est fait piquer tous ses bijoux par 3 truands un peu sur le retour. Et j'avoue qu'effectivement, il n'y a pas eu de collecte parce que les malheureux se sont fait piquer, mais enfin ça fait rire beaucoup de monde. Donc ce livre, effectivement, c'est trois types qui parlent de la musique telle qu'elle était avant, du monde tel qu'il était avant, même du milieu parisien qui n'est plus là, de la gentrification de quartiers comme Pigalle. C'est une espèce, on parlait d'Olivier Molin à l'instant, Patrick Hölderlin, vous imaginez un Olivier Molin urbain et en perfecto, et vous avez à peu près la même qualité de langue. Et c'est pas un livre nostalgique, c'est un livre mélancolique sur le temps qui passe, sur qu'est-ce qu'on peut transmettre aux jeunes générations. Et vraiment, c'est Les Panthères Grises, c'est chez Grasset, je crois. Chez Grasset de Patrick Hölderlin. Alors maintenant, moi, mon coup de cœur, c'est, pour conclure cette deuxième partie de l'émission, c'est l'immense, le grand Jean-Jacques Langendorf, qui est à mon avis l'un des grands écrivains de ces 40 dernières années, connu pour certains comme être un grand historien de la chose militaire, notamment prussienne et austro-hongroise, et qui vient de publier aux éditions InFolio, petite maison d'édition suisse, mais grande maison par la qualité de ses textes, ses mémoires. Et on y croise Pierre Gripari, Junger, ses voyages en Syrie. J'ajoute que je considère vraiment, j'en parle d'ailleurs dans le dernier numéro, Langendorf comme un auteur capital qu'il faut lire et relire, et notamment ses romans, car il insuffle à cette littérature contemporaine un vent de lyrisme, d'épique et d'aventure qui est bien rare. Donc vive Jean-Jacques Langendorf, lisez Le Consulat de la mer qui vient de paraître aux éditions InFolio. Maintenant, nous allons passer à notre grand entretien avec Pierrick Guiteau, et nous allons parler d'une méchante bête qui mange les petits-enfants et les jeunes filles, je crois. De retour sur le plateau du Plus d'éléments pour notre grand entretien, et je me tourne vers notre ami et notre collaborateur Pierrick Guiteau. Vous aviez, il y a quelques numéros, une chronique sur le polar. Vous êtes vous-même d'ailleurs romancier noir, comme on dit auteur de polar. Voilà. Vous avez publié notamment D'ombre et de flamme, c'est votre dernier roman à la Féerie Noire. Mais nous allons parler du livre que vous avez consacré à la bête de Gévaudan. Alors la bête de Gévaudan, évidemment, c'est un mythe pour beaucoup de Français, en tout cas pour les plus cultivés, mais pas seulement. Je crois que ça reste un peu dans la mémoire collective. On va rappeler quelques chiffres quand même que vous citez dans votre livre. Entre 1764 et 1767, quand même 130 morts et 70 blessés, ce qui n'est pas rien. Cette bête de Gévaudan a été un beau serial killer. Alors, cette affaire, elle a fait couler autant de sang que d'encre, si je puis dire, puisque le nombre de livres, en préparant l'émission, je crois qu'il y a plus de 1000 livres sur la bête de Gévaudan. Alors, pourquoi publier tout simplement un nouveau livre sur la bête de Gévaudan ? Alors, au départ, c'était pas forcément une volonté de publier un ouvrage, mais comme beaucoup de Français, je m'intéressais à cette histoire, et aussi en tant que chasseur, puisque la bête du Gévaudan, ça reste avant tout l'affaire de chasse la plus célèbre du royaume de France sous l'Ancien Régime. Et voilà, aussi passionné d'histoire, d'arts anciennes, etc. Donc il y avait différents ingrédients pour me parler. Et puis c'est le déclic, c'était le film Le Pacte des loups, dont la médiocrité assez abyssale m'a penché à m'intéresser beaucoup plus sérieusement sur les archives historiques, puisque après, bon, on va dire oui, c'est du cinéma, certes, mais il y a quand même des victimes. Vous avez rappelé un certain nombre important. La plupart étaient des enfants ou des adolescents ou des adolescentes. À un moment donné, on doit, même s'il y a une certaine distance, un minimum de respect à leur mémoire. Et voilà, du coup, j'avais envie d'en savoir plus. J'ai commencé des recherches à titre personnel. Et en fait, au fur et à mesure que l'enquête a avancé, je me suis rendu compte que j'étais tombé sur des éléments qui pouvaient mériter une publication. Oui. Alors, la mode
mode, jusqu'à votre livre en tout cas, il y avait une sorte de cliché parfois qu'on entendait sur la bête de Gévaudan, vous savez, c'est tous ces paysans avec leur superstition, etc. Alors vous remettez un peu en cause ce cliché. Ah oui, voilà. même, vous dites que même radicalement. Hein, oui, c'est ça, complètement. Alors, oui. Et alors, comment vous avez travaillé exactement? Comment vous avez mené votre enquête? Alors, j'ai essayé de la mener, non plus comme un historien, puisque ça avait déjà été fait avec Jean-Marc Morisseau, ou non plus comme un militant animalier, comme ça avait été fait par des gens comme Gérard Menatori ou Michel Louis, mais comme un enquêteur, un officier de police judiciaire, c'est-à-dire qu'on reprend d'abord quels sont les faits historiques, avérés par le Fonds d'archives historiques. Donc, on rappelle quelle est l'histoire, quels sont les faits dont on est certain, les victimes dont on est certaine, les conditions, etc., les témoignages. Et une fois qu'on a revu ça, eh bien, on fait un bilan des suspects. Quelle pouvait être cette bête? Alors, il y a eu ce n'était qu'un loup et le reste c'était l'affaire de la rumeur populaire. Ou alors c'était un chien-loup dressé à tuer par des criminels locaux, ou c'était éventuellement une hyène comme chez Menatori, ou alors c'était éventuellement un animal cryptide, encore inconnu, ou qui aurait disparu, qu'on aurait oublié. Voilà, donc j'ai revu un peu les éléments à charge, à décharge de ces différents suspects, en menant une enquête, en faisant des reconstitutions de tirs, pour voir un petit peu, notamment parce qu'il y avait, vous savez, la théorie de la cuirasse, chez les militants d'une théorie d'un animal qui aurait été dressé à tuer et qui aurait été protégé par une cuirasse. Par qui d'ailleurs? Sa par longévité. Qui aurait-il été dressé? Par un noble local, forcément, puisque en tant que noble, il était éligible à être le méchant de service sous l'Ancien Régime et aidé d'un pauvre air du cru et de la margeride. Et les deux se seraient associés pour tuer des bergères. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mobile. Ni à l'époque ni aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, si ce n'est qu'ils étaient très méchants, pourquoi ils auraient fait ça. Et en plus, ça va à l'encontre de centaines de témoins oculaires de l'époque qui ont vu l'animal, y compris des militaires qui l'ont pourchassé à cheval. Et voilà, nombreux pères de famille ont vu leur enfant emporté par une bête féroce, l'ont poursuivi. D'ailleurs, théorie, vous notez à ce propos, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation, même à l'époque, la presse jouait un rôle, comme la TV Liberté, nous sommes une télévision de réinformation, vous réinformez un petit peu sur la bête de Gévaudan. Le rôle de la presse a été très bien démontré par un universitaire américain qui s'appelle Smith et qui avait sorti un ouvrage qui n'a pas été traduit encore en français d'ailleurs, et c'est dommage, publié aux presses de l'université de Harvard, où il montrait le rôle capital joué déjà à l'époque par la presse, les gazettes, les tirages à scandale, les plaquettes que distribuaient les colporteurs. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est déjà un mythe à l'époque, en fait, contrairement à ce qu'on croit, non pas chez les populations rurales, qui elles croient éventuellement au mythe du loup-garou, c'est une bête sorcière et voilà, qui fait usage de magie. Mais en fait, ce sont les lettrés de l'époque qui lisent les gazettes et c'est eux qui ont fait le mythe de la bête tel qu'elle a perduré jusqu'à nos jours. Et comment, les lettrés de l'époque veulent transformer notamment la théorie d'une bête dressée pour calomnier ou pour dire des méchants nobles qui enlèvent les bergères. Il y a cet aspect-là aussi. Oui, c'est ça. On est 20 ans avant la Révolution. C'est ça. Il y a la bête dévorante qui est inspirée par toute la mythologie judéo-chrétienne. Et il y a eu l'évêque de Mende qui a fait un mandement de plusieurs pages sur la bête du Gévaudan et qui incitait évidemment les Gavots à se repentir parce que c'était de leur faute, ils avaient péché si cette bête était apparue. Voilà. Donc il y a tout un contexte déjà à l'époque et les échecs répétés au début de ces chasses qui évidemment ont aussi grossi son mythe. Alors il y a aussi des théories du complot autour de cette bête. On en a un petit peu parlé, mais enfin, forcément, dès qu'il y a une affaire criminelle, ça inspire des fantasmes, des délires, etc. Quelle est la plus délirante des théories du complot? Alors on a eu la plus délirante, je crois que c'est des extraterrestres qui auraient amené un animal inconnu sur Terre en 1764 et qui serait revenu le chercher 3 ans plus tard. C'est une théorie récente, j'imagine, non? C'est à l'époque, on ne parlait pas d'extraterrestres. Des années 80 ou 90. Non, on a eu droit à tout. Hein. On a eu droit à des soldats de la guerre de 7 ans qui, de retour de la guerre, seraient devenus anthropophages. On a eu droit... Alors après, sur le nombre conséquent de victimes, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas eu 1 ou 2 crimes déguisés et on aurait fait porter le chapeau de la bête. Je veux dire, connaissant la nature humaine, c'est tout à fait possible, mais 99% des cas sont le fait avéré d'une bête féroce voilà, qui était dans un système de prédation bien connu dans le monde animal. Alors vous avez été même jusqu'à, parce que vous êtes chasseur, et vous avez fait des exercices de tir à l'occasion de votre enquête. Vous avez même construit
une réplique de mousquet de la manufacture royale de Tulle. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est pour tuer les maniaque, monsieur, ou pour tuer... C'était fondamental, en fait, parce que les gens nous expliquent que c'est un des piliers de la théorie du complot, où l'animal aurait eu une telle longévité pendant 3 ans, alors qu'il a été poursuivi par des centaines de chasseurs. C'est parce qu'il aurait été protégé par une cuirasse, une carapace en cuir, un peu comme les chiens de guerre au Moyen-Âge, etc. Notamment une peau de sanglier tannée qui aurait expliqué la bande noire ou plus sombre sur son dos. Et voilà. Et depuis 30 ans, et c'est la théorie qu'on retrouve dans le Pacte des loups et dans beaucoup de littérature, y compris des ouvrages qui se voulaient scientifiques sur le sujet, on nous explique que voilà, c'est pour ça qu'elle est tirée à 10 ou 12 pas et que l'animal se relève et s'enfuit. Sauf que les gens ont oublié que les armes à feu sont quand même apparues à la base pour contrer les armures et que des armures du Moyen-Âge ne résistent pas aux tirs d'armes à feu, y compris les armes à feu du XVIIIe siècle. Donc il était important de reprendre un fusil de l'époque. Donc évidemment, j'ai repris une fabrication, il n'était pas question d'utiliser une arme de collection, mais une fabrication indienne, donc faite sans machine à commande numérique, dans des conditions qui sont très proches, avec des aciers, des qualités d'acier, etc., qui sont proches de l'original. J'en ai fait éprouver le canon au banc d'épreuve de Saint-Étienne, et j'ai fait des reconstitutions de tir à 10 ou 12 pas, justement, alors au départ, en testant différents matériaux, y compris une peau de sanglier tannée, donc, et on a été jusqu'à transpercer une plaque d'acier de 15/10. Vous n'avez pas tué de bête avec votre mousquet? Non. Voilà, très bien. Non. Ça, c'est une chose à préciser, parce qu'il y a des amis des bêtes à TV Liberté. Aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage. Donc. Non, aucun animal n'a été maltraité pendant la rédaction de cet ouvrage. Mais enfin, il faut quand même rappeler que les chasseurs français tuent 500 000 sangliers tous les ans. Et on se demande comment ils font si les peaux de sangliers Dieu merci. étaient à l'épreuve des balles. Voilà. Enfin, Mais alors, je rappelle d'abord le titre. Mais on va conclure quand même par une question. Peut-être que vous avez une question, Pascal. Car qui est cette bête? Qui est le coupable? Alors, le coupable, en fait, c'était un loup-cervier. C'est-à-dire que le loup-cervier, aujourd'hui, dans le système naturaliste, c'est le lynx. Sauf qu'en fait, au XVIIIe siècle, il y avait 2 animaux cerviers. Il y avait le chat-cervier, qui est devenu chat-loup-cervier et loup-cervier par définition aujourd'hui, et qui est le lynx. Et il y avait un loup-cervier qui était en fait un loup tigré, un loup rouge et tigré, qui avait une morphologie d'ailleurs plus proche de la hyène, avec une grosse tête plate triangulaire, des muscles du cou, des épaules et des muscles masticateurs très importants. Et c'est cet animal que nos ancêtres appelaient un loup-cervier, et parce qu'en fait, il chassait les cerfs du Moyen-Âge. C'était le loup qui attaquait les petits paysans qui gardaient les bestiaux dans les champs. Et c'est ce loup-cervier qui était le coupable dans un certain nombre d'affaires de bêtes féroces, et en tout cas dans l'affaire de la bête du Gévaudan. Écoutez, merci, cher Pierrick Guiteau. On devrait consacrer une émission d'ailleurs à cette histoire de la bête de Gévaudan. On a consacré un article. Le livre, vous avez consacré un article évidemment dans le dernier numéro d'Éléments. L'avant-dernier. Dans l'avant-dernier, pardon. Je rappelle quand même le titre de l'ouvrage de Pierrick Guiteau, La Dévoreuse, le Gévaudan sous le signe de la bête, 1764-1767, aux éditions de Boré. Je crois qu'il se commande facilement sur Internet et dans les librairies. Et un jour, j'espère que nous consacrerons une émission à la bête de Gévaudan, mais peut-être aussi au monstre du Loch Ness et à d'autres histoires et affaires criminelles non résolues ou peu résolues. Merci, nous vous retrouvons le mois prochain, dans 2 mois, pardon. Le mois prochain, ce sera mon camarade Patrick PL pour cette année-là. Au revoir, merci à vous et à très vite, à bientôt.